Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, je me transporte dans les Pyrénées où je suis allé à la rencontre de Nawel, un ultra trailer et un organisateur d'ultra trail extrême. Et je suis vraiment ravi de l'avoir dans cet épisode-là parce que je suis passionné de montagne et j'aime aller tout en haut quand je le peux. Pas au même niveau que Nawel, mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir sur l'épisode et il va nous raconter un petit peu tous ces exploits et comment il vit le monde de la montagne. Bonsoir Nawel. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Surtout sur un format que j'apprécie énormément. Je trouve que le podcast, c'est vraiment un super format pour partager des expériences et pour transmettre des messages. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec toi. Oh, super Nawel. Alors Nawel, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter Oui, j'ai 36 ans. Comme tu as dit, je vis dans les Pyrénées, plus précisément en Ariège. Voilà, je suis pas pyrénéen d'origine, je suis tout parisien, mais je suis soigne. Là, je suis arrivé dans les Pyrénées à mes 20 ans. Donc, professionnellement, comme tu as dit, je suis organisateur, je travaille dans l'événementiel sportif. Je travaille donc dans la com pour l'Ariégeoise cyclosportive et la 5e cyclosportive de France où les derniers samedis du mois de juin, on rassemble 5000 coureurs sur les routes ariégeoises. Ça, dans le monde avant Covid. Et je travaille aussi sur l'organisation des courses du Challenge du Mont-Calm. Donc, c'est des courses des trails qui ont 31 ans de distance. Et depuis 2018, ils m'ont demandé de créer un ultra trail. Donc, j'ai créé un truc qui me ressemble et qui est notre vision de la montagne. Ça s'appelle la Pika Pika. Et c'est la petite sœur qui s'appelle la Pika Ariège. Donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, la Pika Pika, c'est 109 km et 11 500 mètres de dénivelé positif. Et la Pika Ariège, c'est 70 km et 7000. Donc, c'est des formats, c'est pas des ultra trail, c'est plutôt des ultras de montagne. C'est un peu aussi ma pratique où je suis athlète plutôt d'ultra de montagne, voire d'ultra endurance plutôt que d'ultra trail. Oui, c'est un sacré palmarès, ça. Je regardais un petit peu, quoi. Je veux dire, si tu peux nous en dire un petit peu deux mots. Ouais, non, c'est pas le plus important. Voilà, je viens du monde du foot à la base, donc j'ai connu le sport de haut niveau jeune et je me suis blessé en CFA2 au foot et après, donc en juillet 2012, j'ai découvert le trail, la course en montagne et je fais ma première course, je faisais pas loin de 100 kilos et j'ai fini avant-dernier d'une course ici de village, où l'arrivée c'était en haut d'un sommet à 2200 mètres. 6 mois après, je faisais le trail des Citadelles, qui est un peu la course référence en Ariège, c'était la plus longue à l'époque, qui faisait 70 km et 3500. Donc ça, je l'ai fini 6 mois après. Et 2 ans après, je l'ai gagné. Donc tout a été assez vite et voilà. Il y a un événement en 2016 qui a un peu bouleversé ma manière de voir ma discipline. C'est que depuis juillet
2012, je rêvais d'une course, c'était l'Andorra Ultra Trail avec la Ronda d'Helsinki. Donc ça, c'était 170 km et 13 500 mètres de dénivelé. Et en 2016, je l'ai gagné aussi. Donc une fois avoir gagné ça, je me suis dit, là, je peux faire. Et donc j'ai découvert une autre passion, une montagne plus libre, avec plus d'endurance, moins de balisage, de l'orientation, avec des défis en off ou des courses en binôme sans balisage, voilà, qui sera plus le côté aventureux qui m'a attiré que le côté compétition pure et dure. Alors ce soir, on est là pour, comme l'indique le titre du podcast, on est là pour parler de ton mental. Mais avant d'aborder cette thématique du mental, j'aimerais te proposer de faire ton petit chinois en quelques questions, si tu es d'accord. Le concept est très simple, hein. Je te pose une question et à cette question, tu nous donnes ta réponse et bien évidemment, tu nous expliques pourquoi. Ok. Si tu devais choisir un objet, lequel tu choisirais et pourquoi? Un objet, un sac à dos ou un vélo. Parce que, avec ça, on peut voyager au bout du monde. Un sac, on met les affaires, on y va. Et maintenant, la nouvelle passion, comme je sais que j'aurais joué, mais le virus du vélo m'a pris, mais c'est pas le virus vélo cyclosportif, c'est le virus ultra bike aventure gravel. Donc, avec un vélo aussi, on fait le tour du monde. Donc, un sac à dos et un vélo. Tu étais une couleur, tu choisirais laquelle? De bout en blanc, je te dirais directement bleu parce que depuis jeune, c'était ma couleur préférée. Bleu, mais à l'heure actuelle, je te dirais plutôt gris parce que on a tous un côté noir, un côté blanc, mais je trouve que le gris, c'est un peu l'équilibre entre les deux. Et c'est jamais facile d'avoir un équilibre, ces deux extrêmes. Donc, tu devais choisir un livre. Un livre, je suis à côté de moi. Born to Run. Born to Run, clairement. Voilà, c'est l'histoire de trailers qui vont à la rencontre des Mexicains des Raramuri, une tribu qui est très douée en course à pied. Et j'ai la chance aussi, donc à l'avril prochain, si tout va bien, de participer à une course où on sera avec les Indiens Raramuri, où je crois qu'il y a 6 élites et 6 aventuriers. Et on fera la course, entre guillemets, on fera une aventure avec les Indiens Raramuri. Donc, c'est un peu les Kenyans de l'Ultra Trail. Et ce livre, c'est une imprégnation de leur culture, de leurs coutumes, ce qui explique leurs qualités physiologiques qui sont extraordinaires. Donc, Born to Run, je pense que c'est Sir Mark Douglas, l'auteur. Tu étais un animal, tu serais quel animal? Un isard. Un isard, c'est le roi des Pyrénées. C'est le chamois des Alpes en plus affûté, en plus rapide et en plus sauvage. Non, un isard. Mais je me prends pas pour un isard. Je me permettrai pas de comparaison. Je le voir évoluer pour qu'on soit. C'est l'école de l'humilité, la montagne. C'était une innovation? Une innovation, Internet, clairement. Internet, ça a révolutionné le monde. En bien, en mal, mais c'est clairement une innovation qui a révolutionné le monde. C'était gourmand? Si tu étais un plat cuisiné, tu choisirais lequel? La pasta, parce qu'elle est quand même d'un podcast sportif, ou la raclette. C'est pas trop cuisiné, mais c'est tellement bon. C'était une pâtisserie? Alors là, j'ai quelques-unes. Donc, je vais faire un trio. Le flan parisien. Ça, c'est Madeleine de Proust. Donc, flan parisien, gâteau basque et cheesecake. Que du light, quoi. Eh ouais, tu light, comme cuisine. Alors, si tu devais choisir un moment de la journée? Le lever du jour en montagne. C'est magique. Le lever du jour et le coucher de soleil. Le lever du jour, c'est magique en montagne. Déjà, ça veut dire, si on le voit en montagne, c'est qu'on a passé du temps dehors la nuit en montagne. C'est toujours très appréciable. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est des moments où, en ultra, c'est plusieurs jours où j'ai souvent des plus fatigues. Le lever du jour. Mais voilà, c'est tellement beau quand il y a le soleil. Et après, voilà, c'est vraiment un moment que j'apprécie énormément. Tu étais un art. Un art. Alors, peut-être très développé, mais la musique depuis tout jeune, c'est important dans ma vie. J'écoute de tout. Donc, voilà, j'essaie de le transmettre à mes enfants. Et je pense que la musique, c'est vraiment l'art que je préfère. Et pour lequel je suis le plus sensible. Parce que, clairement, souvent, l'art, c'est par rapport à une base de données, une base de jugement collective. Mais, donc, je ne vais pas apprécier une peinture à sa juste valeur, mais la musique, j'arrive à apprécier la musique, comme, avec mes qualités, j'arrive vraiment à me faire plaisir en écoutant la musique. Tu étais une qualité? J'étais une qualité difficile, la modestie ou la générosité. Et pourquoi la modestie? Parce que je pense que c'est le moteur de toute chose. C'est important. Et la générosité, parce que dans le monde actuel, pas de mal, quoi. C'est ça qu'on nous donne de plus en plus individualiste. Mais je pense que c'est la générosité, même avant la modestie, parce que le monde en a besoin. Si tu étais un fait historique, maintenant? Un fait historique, si j'étais un fait historique, il y en a tellement. Pas oublier qu'on va avoir la mémoire courte, pas oublier les nombreuses années, mais on va être plus léger, on va être plus léger, on va être dans le domaine du sport, je dirais la Coupe du Monde 98. Ah, génial. Un super moment.
Ça, c'est clair. Enfin, moi, j'étais jeune, hein, mais je me rappelle, c'est gravé jamais dans ma mémoire. Ah ouais, moi, je pense bien. Ouais, c'est vrai que c'est un moment magique pour le football français. Ouais, même plus pour le pays, je pense. Là, on dépasse le cadre du football. Pour le pays, je pense que c'était un moment magique. C'était un mot. J'étais un mot. Liberté. Liberté, liberté parce que c'est tout important. La liberté, surtout à l'époque actuelle. La liberté, c'est d'avoir le choix, de pouvoir choisir. À l'heure actuelle, c'est pas donné à tout le monde. Surtout que, voilà, c'est pas, nous, on est des privilégiés, on vit dans un monde privilégié. Mais la liberté, il y en a de moins en moins. Et voilà. Et c'est vraiment aussi dans ma pratique de la montagne. Et ce qui me guide toujours, c'est cette liberté. C'est le grand des luxes. La liberté et la richesse des gens de là-haut. C'est vraiment la liberté. Vous devez choisir une saison. L'été, parce que je pratique la montagne pas exclusivement l'été, mais vraiment l'été. Je pratique pas encore le ski de rando, mais ça va venir. Mais vraiment, les longues journées d'été en montagne, ouais, c'est vraiment. Et en plus, j'aime la chaleur, que ce soit dans ma pratique sportive ou au quotidien. Donc vraiment l'été. Bon, allez, et puis une petite dernière. Hein. Si tu devais choisir un légume, choisir lequel? La carotte, ça rend aimable. Moi, je rigole. Donc, des fois, j'en ai besoin. Vraiment, la carotte, parce que ce soit, parce que j'aime aussi le carotte cake, qui est en 4e place dans mes pâtisseries. Mais ouais, non, mais ouais, les carottes, parce que j'adore la carotte, j'en mange, je fais mal. Et je fais surtout de la carotte. Est-ce qu'il faut manger beaucoup de carottes pour faire des trails ou pour être performant ou... Il faut en manger, mais c'est qu'après, il faut pas en manger trop. Comment c'est possible? Okay. Bon, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux sous l'angle de ce portrait chinois, bah, écoute, on va aborder la thématique pour laquelle on est là ce soir, c'est-à-dire parler de mental. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Qu'est-ce qui m'inspire? Bah, j'ai un peu parlé de mon parcours, mais en fait, je suis un petit enfant qui a grandi en région parisienne, qui est parti après à l'entrée de la Beauce, qui a voulu de faire de sa première passion qui était le football son métier. Malheureusement, j'ai pas réussi. J'ai fait au port du professionnalisme, mais ça, je sais pourquoi, parce que j'ai fait des erreurs, mais ça, il y a pas de souci. Donc après, j'ai pu vers l'Ariège et on se rend compte que un petit gars de la région parisienne, il a gagné la course de montagne la plus réputée. Donc, qui était la Ronda del Silver, qui s'est imprégné d'un nouveau territoire. Donc ça, c'est pas une fierté, mais c'est toujours, j'ai toujours apprécié la point de vie. J'ai toujours aimé la vite. Donc c'est pas trop mal, un petit mec de Paris d'avoir fait tout ça, mais voilà, j'en tire aucune gloire. Je sauve pas des vies au quotidien. Voilà. Donc, voilà, depuis plus jeune, j'étais animé par le fait de faire de ma vie, de mon travail une passion. Et donc, ça s'est pas pu se faire dans le foot. Et maintenant, ça se fait dans le monde du travail et du vélo. Donc, ouais, c'est bien d'avoir réussi à faire quelque chose dans ce sens-là. Parce que la passion, c'est bon. De quoi tu es satisfait? Bon, après, c'est pas, plutôt, comment je peux faire loin de là. Et, avoir pu réaliser quelques rêves, d'avoir pu réaliser quelques défis, de toujours la satisfaction, elle peut être quotidienne, tous les défis de la vie, et, euh, et voilà. Mais après, j'ai un trait de caractère aussi, on va peut-être en parler après, mais je suis un éternel satisfait. Donc voilà. Voilà. La Ronda del Sim, c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait vibrer. Et après, les Euphoria, c'est quelque chose que je m'étais vraiment préparé pour et que j'ai réussi. Mais aussi parce que ce jour-là, il y avait pas Internet. C'est juste, voilà, c'est une échelle de valeur. La compétition, ça m'a jamais attiré plus que ça. Je sais compétitif, ça, c'est moi-même, par rapport aux autres. Mais voilà, se donner des objectifs, se sacrifier beaucoup de choses pour les réussir. Et une fois qu'on les a réussis, c'est quand même une belle satisfaction. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a réalisé ses rêves, il faut trouver d'autres. On en trouve d'autres. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a fini une course, il faut préparer une autre. Parce que je pense que ça doit donner une sacrée adrénaline d'arriver, voilà, quand on a terminé, voilà, mais moi, une fois que c'est fini, ça redescend, mais je pense que on doit d'avoir envie d'y retourner, quoi. Dès le lendemain. Le jour même, n'importe quel coureur dire plus jamais. Dès le lendemain, je vais regarder le calendrier et dire, je fais la telle maintenant. C'est quoi le prochain défi? C'est quoi la prochaine étape? C'est ça qui est beau dans ce sport-là. Mais voilà, moi, ce qui m'a fait du mal, c'est que j'ai vraiment été habité par une course que je ne pas pouvoir gagner. L'année d'avant, j'avais fini 3e, il m'avait réinvité. Je dis, mais j'ai tout à perdre, quoi. Je ferai jamais mieux que 3e. Et une fois que tu la gagnes, après, voilà. Donc, c'est la compétition
le trail par lui-même, je suis vite orienté et vite mis à rêver de projets où il n'y avait pas de dossard, où il y a plus d'aventures que des dossards. Je finirais plutôt comme un aventurier. Ouais, je suis plus dans cette mouvance-là maintenant. Plus dans cette mouvance-là. Quand je vois l'état d'esprit de gens, quand ils parlent de trail, ils te parlent de guerre, waouh. Pour moi, le trail, ça n'a jamais été la guerre, quoi. Au contraire, les mecs sont là, ils font la chose, peut-être, je suis passé. Mais, j'ai eu la chance de gagner des courses, mais il y a eu des courses où j'ai préféré gagner à deux plutôt que courir tout seul. Les mecs avec qui j'ai fini, c'est pas cette année avec Sébastien Bouchard, des grands noms du trail. Oui. Le jeune, ça arrive. Il dit, mais pourquoi parce que moi, je préfère finir à deux, partage quelque chose, que courir comme un poulet sous tête tout seul, là, essayer de battre un record ou, ouais, j'ai toujours préféré partager que dans la performance individuelle. Ouais, ça, voilà, ça qui m'a joué nettement. La diagonale, par exemple, à ma deuxième diagonale, on était au 11e, je crois, et on était avec donc deux Pyrénéens. Le coureur qui nous rattrape et ils étaient dans la même team. Avant, ils connaissaient bien les deux mecs avec qui j'étais. Et le mec, il a dit, mais tu restes fini avec nous. Il a dit, non, faut que je fasse un top 10. Bon, ça venait, je dis, on a eu, tu fais un top 10. Moi, c'est un top 10, je suis la coquille, quoi. Bah, je préfère finir à 3 Pyrénéens, quand je fais une photo, quand je passe un bon moment. Donc, un top 10, tu sais, tu joues la gagne, ouais, mais tu seras 6e, 10e, 14e, parce que on a fait 14e. Pense ta mère, ton frère et ta sœur et tes amis, c'est pas coquille, quoi. C'est vrai. Donc, voilà, c'est une vision, qui est très peu partagée par eux, mais c'est la mienne. C'est la mienne, et voilà, je suis trop passionné pour partager. Donc, vraiment le bon, même quand j'étais en train, je suis moins, même si jamais, les records, c'est pour moi, par rapport au temps, partager, c'est tellement important de partager. C'est ma vision. Oui, c'est des belles valeurs, hein, le partage, l'échange, ça reste des belles valeurs. Et puis après, c'est vrai que, ouais, on fait ensemble, ouais, c'est porteur de plein de belles choses. Quand je suis arrivé dans le monde du trail par rapport au foot, parce que le monde du foot, je suis laissé en 2010, et après j'ai coaché au niveau les jeunes, en 17 nationaux, en 14 du 15 d'élite. Et en fait, ce que je dis, c'est que je suis arrivé du sport collectif le plus individuel possible, le foot, au sport individuel le plus collectif, parce que salut sur ça, parce que le trail, maintenant, ça change aussi. Il y a de plus en plus de comportements individualistes. Donc, l'esprit de trail, ça fait longtemps qu'il est un peu en PLS. Mais, franchement, que j'ai arrivé dans le monde du trail, c'est un machin bien fou parce que c'est un sport individuel, mais c'est tellement collectif. C'est tellement des valeurs de solidarité. Mais après, je pense que c'est l'effort physique qui fait ces valeurs-là et la montagne. Parce que, à partir du moment où on est dans un univers un peu hostile, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau terrain, et de suite, l'être humain, il devient solitaire. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te fait Clairement, mais il faut se donner les moyens. C'est énormément de sacrifices, énormément de sacrifices. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et c'est ce qu'on a, faut aller chercher. Donc, il faut vraiment se donner les moyens. Et pour ça, il faut être animé de passion, de détermination. Mais, c'est pas des limites, c'est pas des limites parce que les limites, c'est celles qu'on se donne, celles humaine, parce qu'il y a un point sociétal qui est vachement important. Et c'est aussi, de nos emplois du temps, de nos vies de famille, mais pas de limites. Et on croit vraiment en quelque chose, on croit en soi et on se donne les moyens, objectifs qui nous semblent pas à notre portée, mais qui peuvent l'être. Et bien, fait tout ça, on peut réussir les réussir. Alors, la partie mentale, c'est quoi le mental pour toi? Comment tu le définirais? Moi, je définirais, c'est la capacité d'une personne à surmonter les difficultés, à trouver des ressources pour passer outre sur les défaillances et pouvoir continuer à avancer malgré toutes les difficultés. Alors, est-ce que toi, tu as une préparation mentale quand tu es en phase préparatoire pour un ultra trail ou pour un autre essai? Pas du tout. Non, déjà, j'ai pas de préparation physique. Déjà, parce que moi, en fait, j'ai toujours fait ça par pur plaisir. Je tapais assez des séances de flexionner quand j'étais jeune au foot. Donc, à partir du moment où j'ai fait du trail, je me suis dit, tu vas faire ta sauce toi-même. Parce que j'ai un B1 foot, mais voilà. Et j'avais une base de physique avec l'expérience qu'on avait aussi, mais je voulais pas faire de fractionné, je voulais pas. Donc, j'ai toujours jamais fait de fractionné, j'ai toujours couru à ma guise, parce que et comme ça, je suis me trompé, c'était de ma faute. Donc, l'aspect mental, c'est quelque chose que
que j'ai pas du tout travaillé. J'avais eu une expérience dans le monde d'un préparateur mental, mais pas quelque chose j'étais pas des optiques de performance pure, comme l'aspect psychologique, que j'avais pas de coach, je n'avais pas de choses spécifiques. Je faisais un peu sur les acquis. Et parce que quand tu es du sport de haut niveau depuis mes 13 ans, et t'as un ressort psychologique qui se met en marche sur moi. Et des ressorts physiologiques, comme t'allais dire aussi. Ouais, clairement, et physiologique aussi, c'est l'abus révélateur, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est que moi, depuis que j'ai 13 ans, mon corps est habitué à faire du sport tous les jours. Donc ça, il a imprégné. Mais depuis que j'ai 13 ans, le sport de haut niveau m'a appris à être suivi. Donc, surtout que j'étais gardien de but. Ouais. Mon rôle, il y a énormément de pression. Jeune, j'ai grandi dans ce contexte-là. Est-ce que selon toi, pour le mental, il faut être enthousiaste? Je pense que c'est une partie de l'équation, sachant que je suis quelqu'un, des fois je suis pas trop enthousiaste, mais oui, ça fait partie de l'équation parce qu'à un moment donné, franchir des seuils mentaux, à un moment donné, s'il y a pas l'enthousiasme derrière tout ça, eh ben tu les franchis pas, ouais. Parce que des fois ça se joue tellement à rien. Pourquoi, quand tous les voyants te disent d'arrêter, pourquoi continuer? À un moment donné, il y a une étincelle en toi qui fait ça. Je pense que l'enthousiasme il joue parce que j'ai oublié de dire dans la présentation aussi, je fais vraiment des courses assez longues et en fait c'est peut-être une fierté, mais je reviens en arrière par rapport à la fierté. C'est peut-être une des fiertés, c'est que j'ai jamais abandonné en ultra. J'ai jamais abandonné et point de ça m'amène à l'arrivée et j'ai eu des expériences extrêmement difficiles autour du géant. Clairement, au bout de 50 kilomètres où j'étais bien, ça transfère des signaux, mais j'étais deuxième ou troisième, ou j'étais dans le tête, et 87 kilomètres, j'avais une limite qui s'est mise un TFL, deux TFL, et j'ai fini. Donc, il me restait 240 kilomètres pour dire, je fais pas mon dossard. Donc, voilà, et là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu, mais parce que dans le mental aussi, c'est vrai identifier ses failles. Et là, j'ai eu un moment donné, j'ai appelé Marcy, je me suis dit, là, je crois que il me reste 240 km juste pour dire que je vais pas abandonner. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être long. Et elle m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Compliqué, hein? Un pas après l'autre, et en avant d'un grand. Et elle me dit, t'as dit quoi? Ah, bien sûr que je dis ça. Et donc, les bêtes, entre 75 et 80 heures, j'en ai mis 110. Mais j'ai pas abandonné. Au prix de douleur atroce, au prix de, après, pendant 6 mois, pas pouvoir ça se met de dénivelé, avoir les deux TFL complètement à l'année. Mais c'est ça aussi, après aussi, dans les stades mentaux, c'est aussi qu'est-ce que tu es fait à engager pour franchir les paliers aussi. Donc, je pense que l'enthousiasme pour finir ta question, l'enthousiasme est un facteur qui permet de payer dans le bon côté de la force. Comment elle s'est construite, ta confiance? Pas facile parce que j'ai eu une éducation, j'ai une très bonne éducation. On m'a jamais mis en avant, on m'a jamais, voilà, on est resté très modeste avec moi, mais ça c'est vraiment une bonne chose. Mais quand tu arrives dans le sport de haut niveau, au début j'avais tendance à me rabaisser parce que j'étais un petit gars qui arrivait et donc après surtout au poste de gardien, c'est un poste où la confiance est ultra importante. Donc petit à petit elle se fait. Donc, elle se fait par rapport à des réussites, par rapport à des échecs. Mais c'est vraiment c'est un aspect facile. La confiance, il y a le rôle des autres aussi en sport collectif, c'est que le retour des autres, les regards des autres, et surtout quand t'es gardien de but, quoi. Confiance qu'on t'accorde, tout ça. Donc c'est un travail sur soi, c'est vraiment croire en soi. Et les différences du sport collectif font que ça m'existe, c'est ça, pratiquement. Mais on se rend compte à quel point un jour, une personne qui manque de confiance ou effectivement comment ça peut jouer sur la performance. C'est le domaine. La confiance, c'est un super moteur, et c'est vraiment un aspect sur lequel travailler. Tu disais justement, tu parlais du regard des autres. Est-ce que tu as dû à un moment donné t'affranchir du regard des autres pour aller de l'avant? Oui, clairement. Après, j'ai un trait de caractère sur les contradictions. Ça m'a aidé par rapport à ça. Et faire à tout le monde, c'est pas n'importe. Donc, même si c'est important le regard des autres. La critique est importante, surtout quand elle est fondée, mais même quand elle est pas fondée, il faut toujours faire attention au bruit mais tu sais que tu donnes une direction, tu sais comme tu sais tes valeurs, et si tu ne plaît pas, c'est pas grave, quoi. Il faut avancer. Sinon, voilà, j'ai dit, faire tout le monde, c'est pas n'importe qui, et t'avances pas. Donc, je pense
loin d'avoir que des amis, loin de ma vision des choses fasse l'unanimité, mais c'est la mienne et c'est mes valeurs. C'est celle en laquelle je crois, c'est celle qui me font avancer. Donc il faut pas changer, quoi. Il faut pas changer pour plaire aux autres ou pour plaire à la société, quoi. Chacun, c'est ça un peu la beauté de l'humanité, c'est qu'on est tous différents, chacun a ses aspirations, chacun a ses croyances, chacun, à partir du moment où on a des valeurs solides, il faut toujours écouter la critique pour pouvoir les exprimer, mais c'est pas, il faut pas arrêter de vivre un peu de tout faire pour plaire à raison, même. C'est important. Tu es quelqu'un de foncièrement positif, hein. On avait discuté un petit peu avant le podcast. Comment tu fais, toi, pour rester positif au quotidien, malgré les difficultés, malgré pour aller de l'avant? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que j'ai un côté positif, mais j'ai un côté aussi très négatif. Ouais. C'est pas insatisfait. C'est pas facile. Moi, au début, je partage mon quotidien pour lui dire que je râle souvent, que je suis un éternel insatisfait. Donc voilà. Et après, c'est que en tant qu'éternel insatisfait, ça permet de faire des belles choses, de toujours se mettre en question, de toujours essayer d'avancer. Et après, l'aspect positif, c'est, je pense que ma pratique de la montagne me permet pas mal de choses. C'est que elle me rend compte à quel point la vie est précieuse et à quel point il faut rester maintenant. Parce que c'est pas le jour où ça va se terminer. Il faut pas se dire, ah, si j'avais suivi. Ah, si j'avais suivi. Non, c'est, la société actuelle, elle est tellement aseptisée que les gens, ils veulent tous vivre le plus longtemps possible. Moi, vivre le plus longtemps possible, ouais, ça me fait pas rêver. Par contre, d'avoir une vie et vivre pleinement une vie, ça me fait rêver. Et la pratique de la montagne nous rappelle à tout moment que qu'elle doit se terminer et que c'est pour ça qu'elle est précieuse. Et c'est pour ça que il faut rester positif et savoir identifier chaque moment de bonheur. Parce que souvent, le bonheur, c'est rétroactif. Et non, mais j'essaie d'identifier chaque petit moment de bonheur et d'essayer d'en profiter. Même si ce qui est difficile dans ma pratique, c'est que avec le nombre d'heures que je pratique, même si j'ai dû réduire à cause de ma vie, de ma carrière professionnelle, c'est qu'avec le nombre d'heures qu'on pratique, c'est que ben, on en a besoin. On a besoin et de passer tous ces week-ends en famille, c'est pas possible. J'aime ma famille plus que tout, mais j'ai besoin de passer mes week-ends en montagne, quoi. Donc, et là, on revient à la pression sociétale, à la pression sociétale et ah, mais c'est bizarre, ouais, mais moi, aller passer mes samedis après-midi, mes enfants au supermarché ou regarder des dessins animés ou leur accorder du temps qualitatif plutôt que quantitatif parce que j'ai cet appel de la montagne, cet appel d'endurance et c'est clairement une addiction, hein. Je fais la face une addiction positive dans la société, mais c'est une addiction et que même si j'en fais moins, et ça m'arrive que des fois je suis chez moi et ça me manque, quoi. Donc c'est pas facile de rester toujours positif. On va parler de motivation. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Je pense que déjà c'est la cohérence du budget déjà. Intrinsèquement, si tu fais quelque chose qui te fait rêver et qui te motive, quelque chose dans lequel tu crois et t'anime, la motivation va venir de suite. Quand je suis revenu dans le système amateur, donc de mes 20 ans, de mes 21 ans à mes 26 ans, j'ai continué à jouer parce que c'est très favorable. Mais je me demandais, qu'est-ce que c'est là quand je suis terrain. Je jouais parce que c'est un job, parce que ça me rendait les fins de mois. Mais la motivation était râlée pas crête parce que ce que je faisais, ça m'intéressait pas, quoi. Et c'est pour cette idée que je me suis blessé, je suis orienté vers autre chose. Je pense que la motivation va de pair avec la croyance et qu'est-ce qui nous anime. Je pense qu'il faut avoir un plan pour réussir. Je pense que pour avoir une performance optimale, oui, tu veux vraiment performer au plus haut niveau international, je pense que c'est important. Si tu veux vraiment performer au plus haut niveau de tes capacités, je pense que c'est important aussi. Après, moi, après, c'est peut-être ça, c'est servi. J'ai jamais été au bout de mon pied. Et après tout, c'est bien important, je sais pas. Mais c'est sûr que oui, avoir un plan, si on veut optimiser son potentiel, je pense que c'est important. Le freestyle, c'est bien, mais ça, c'est limite. Est-ce que tu as déjà connu, lors d'événements que tu as fait, de la pression ou du stress? Alors, que ce soit sur le plan sportif ou même dans ton job avec les événementiels que tu organises? Clairement, que ça soit déjà dans mon sport, de la pression, quand je vais en montagne, de la pression parce qu'on évolue quand même dans un milieu hostile, et surtout en tant qu'organisateur. En tant qu'organisateur, j'ai vécu des choses qui, ouais, que ça soit à la Liégeoise, c'est vécu des situations. Je pense que mon passé de sportif m'a beaucoup aidé pour la gestion de tout ça, parce que j'ai passé des moments difficiles. Mais c'est peut-être autre chose. Par de gestion, du coup, comment tu t'y prends pour la gérer? Je pense qu'il y a vraiment des mécanismes de très jeunes qui sont en place chez moi. C'est que le gardien de but, plutôt la pression, je voyais
les examens, c'était le bac. Il y avait des gens qui étaient vraiment, qui avaient la pression de ça, mais nous, on avait plus de pression pour les matchs qu'on avait le week-end que pour ça. Donc, je pense que psychologiquement, ça se met en place tout seul dans ma tête et surtout le fait d'avoir, voilà, de se dire que, ben voilà, si on est envahi par la pression, c'est moins productif. Faut savoir rester concentré, rester focus, se passe, parce que même si je suis habitué à la pression, je l'ai. En fait, c'est juste de la gestion. C'est comme la douleur en ultra. C'est que la douleur, on l'a. Comment on la gère? La pression, c'est pareil. Donc, il faut savoir rester focus sur la tâche qu'on a à faire pour réaliser cette tâche du mieux possible et pas faire attention aux enjeux qui peut être lourd parce que sinon ça peut nous être contre-productif. D'ailleurs, moi je voyais dans le foot ou dans le trail, c'est qu'il y a des sportifs ultra performants entraînement et qui en compétition pas parce qu'ils ont du mal à gérer ce stress ou cette pression. Donc voilà, il faut rester focus, pas se faire gailler parce que c'est un vrai frein à la performance et voilà, mais c'est jamais facile. C'est comme sur la gestion de la douleur, c'est comme la gestion de beaucoup de choses, jamais facile. Et on est tous humains, et à un moment donné, on peut se quitter. Et ça, c'est important. C'est important de se le dire. On parle du mental, on peut dire après du mental. Ah, mais le mental, à un moment donné, c'est parce qu'on est être humain, mais il faut utiliser qu'il faut t'es focus, comment tu t'y prends pour c'est ce concept, quand t'as besoin de l'aide. ouais, je me concentre sur qu'est-ce que j'ai à faire de santé et en faisant attention à ça et ne pas faire attention à tout ce qui peut parasiter. C'est juste, voilà, je recentre mon esprit sur une chose et cette chose-là, il faut vraiment qu'elle génère toute notre concentration et que nos sens soient dédiés à. Tu te concentres sur les actions que tu as réalisées et sur les actions qui sont de ton contrôle. C'est ça. Et après, ça fait aussi un montagne quand sur des parties super exposées. Et ben, c'est pareil, hein. D'ensuite, souvent, on arrête de discuter, on arrête de blaguer. On range tout et on se concentre sur les 3 ou 4 pas, ou 5 pas, ou 6 pas, ou 10 pas, ou 15 pas. On a à l'instant, et à cet instant-là, c'est uniquement ces pas-là qui me posent notre attention, parce que sinon, on va au danger, quoi. Et sur des passages où c'est moins dangereux, où c'est moins exposé, parce qu'on est relâché et on fait pas attention. Selon toi, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. C'est une belle phrase, là. Hein. On se le dit, on va rien lâcher. C'est une belle phrase. Mais après, il faut savoir l'appliquer. Quoi qu'il arrive, on a une limite. Tout le monde a une limite. C'est au plus haut, cette limite. Et à un moment donné, on pas lâcher parce qu'on est humain et parce qu'à un moment donné, c'est juste pousser au plus haut la limite et pour ne pas lâcher. Mais c'est vraiment pas parce que et souvent, on a je trouve des excuses. On a toujours une bonne raison pour arrêter. On a toujours une bonne raison pour, c'est là où je suis resté centré. Voilà, même si je souffre, pas se mentir, il faut se dire, voilà, ce step-là, je peux le passer, ce step-là, je peux le passer, ce step-là, je peux le passer, mais je n'ai rien lâché parce que pour être fort, il faut savoir identifier ses faiblesses. Donc, à un moment donné, on sait qu'on lâcher, mais en fait, il faut vraiment au maximum de nos capacités. Tu parles de souffrance, de douleur. Tu penses que pour progresser, il faut apprendre à supporter cette douleur? Oui, c'est très important parce que tout dans ma pratique, c'est que même quand tu pars pour 50 heures, 60 heures, 70 heures, 100 heures de montagne ou de vélo ou autre, tu sais qu'à un moment donné, tu vas souffrir. Et si tu te vois la face, tu sais qu'aujourd'hui, tout va bien se passer, tout va bien se passer, et que dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, et déraille. En fait, moi, ma pratique, c'est de savoir gérer les défaillances, parce que quoi qu'il arrive, la douleur fait partie du jeu. Et c'est ça qui te fait, si tu te dis, je fais mal, pour ça, la douleur, elle arrive, c'est un signe de ton corps. Et c'est physiologique, c'est normal. Faut savoir s'y adapter, savoir vivre avec, cohabiter avec la douleur. Et en plus, ce qui est magnifique avec la douleur, c'est que quand tu as une douleur quelque part, quand tu t'as fait un autre endroit porte, et bien, tu oublies la première. Donc, c'est vraiment nous, notre sport de endurance, c'est vraiment une gestion des défaillances, une gestion des douleurs. Et c'est sûr qu'à un moment donné, si on veut franchir des cas, on est obligé de savoir repousser cette douleur. On arrive sur la fin du podcast. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, les moins jeunes, en tout cas certainement des passionnés de montagne, des passionnés de trail. Si tu devais leur donner des conseils pour pratiquer l'activité qui te motive, qui te passionne, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil?
de prendre du plaisir. Le plaisir, c'est tellement important. Il faut toujours que ça reste un plaisir. Et voilà, savoir s'émerveiller de choses simples, de partager avec ses proches ou avec ses copains, avec tout le monde, de prendre du plaisir de partager et surtout de m'endurer, de découvrir de nouvelles choses, voilà. Et de s'intéresser aussi, s'intéresser parce que je pense que ça c'est important, de comprendre le milieu dans lequel on évolue. Donc voilà, franchement, je pensais que ce soit même pas de ça, n'importe quelle action, sans une belle passion qui vous anime, et je dis plaisir. Et sur le côté matériel, moi qui suis un petit peu novice dans le trail, alors j'aime beaucoup courir et j'aime bien pratiquer la course en montagne. J'aime bien quand ça grimpe, les dénivelés. Bon, après, je suis pas à ton niveau du tout. Là, je viens de découvrir une petite box là qui se fait, ça s'appelle My Trail Box. C'est une jeune société qui propose il y a dans une box des articles de marque française de bonne constitution, tu vois, pour les passionnés de trail. Une boîte très sympa, jeune et dynamique qui fait aussi de l'éco-durabilité, comme c'est qui de citoyenne. Et je sais que toi, tu travailles aussi avec des marques locales. Qu'est-ce que tu utilises comme produit pour... Ouais, ben, j'aime beaucoup le miel. Et en fait, je l'achète parce que depuis, avec l'ambassadeur, l'ambassadeur, c'est maintenant, c'est du Jeremy. Ouais, de toute façon, le consommateur, c'est une famille. Et, en fait, je fais des produits miel et c'est local. C'est des choses, il n'y a pas de sirop. Et ça, c'est important. C'est important. Et donc voilà, ben, c'est une question, ça passe de miel. J'ai la chance aussi d'avoir accès à qui m'aide beaucoup. J'utilise des semelles aussi Renwing. Voilà, et ça, c'est super important. Ça aide beaucoup. Et c'est les partenariats, c'est important. Quand tu as un partenariat avec une marque, c'est mon avis à moi. Et c'est vraiment croire aux valeurs de la marque. Ça, c'est super important. Ça, j'ai ces valeurs. Tu vois, derrière, c'est quelque chose d'un peu, tu vois que c'est que t'achètes ça, mais ça, c'est optimal. Et pour revenir au box, c'est bien, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment facile, l'idée, c'est que les jeunes se lancent, et surtout des valeurs fortes comme celle-ci. Donc, voilà. Et ça, c'est des valeurs que, moi, je partage avec le partenaire qui me suivent depuis des années. Voilà, c'est super intéressant. Parce que, par exemple, là, je suis assez dans avec une partie famille, et je leur ai annoncé que, comme j'ai repris mes études pour le job, c'est que j'allais faire une année pour faire des compétitions. Et le petit manager me dit, mais les gars, j'ai pas le droit, je sais pas, tout le monde regarde. Et là, je dis, c'est pas, je fais quelque chose. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a déjà eu, on organise, ils organisent une année dans les Bauges. Ça, c'est on se rappelle chaque jour. Et là, ils m'ont demandé d'être le parrain pour 2 fois. Et là, j'ai Benoît, ce matin, il m'a dit cette semaine, je lui ai dit, tu n'étais pas. Il m'a dit, il m'a eu, tu peux tellement à l'esprit que tu veux te revenir. Je lui ai dit, bien sûr que vous m'aidez, moi, c'est un grand honneur donc, voilà, si vous voulez voir la gamme Beltonique, allez-y. Mais, voilà. C'est vrai, on est dans un, on est des consommateurs, on est des consommateurs. Et c'est important. C'est un petit, on fait de consommer. Et c'est super bon, on envoie des messages. Donc, j'essaie d'être acteur de ma consommation de façon. C'est important. Et puis en plus, dans tous les sports de montagne, il faut quand même des bons équipements pour, voilà, tu peux pas partir en tongue, faire même 5 kilomètres dans la montagne, quoi. Il faut être bien équipé. C'est pour ça que j'aime énormément la montagne. La montagne, c'est pas très haut. Et là, l'équipement, il est trop important. C'est que tu vois, les courses comme l'UTMB, ils demandent des vestes imperméables à 10 000 Flemberg, c'est une mesure de l'imperméabilité. Mais moi, mes anciens partenaires, ils utilisent une veste de 10 000, mais jamais je ferai remonter avec une veste imperméable à 10 000. Une veste imperméable à 3 000, s'il fait beau, je prends les conditions de 28 000. Parce que je connais trop la montagne pour savoir à quel point tu vas te tout ça. Et c'est pour ça que je l'aime tant. C'est que par rapport à une société où il y a beaucoup de choses blancs, là, la montagne, il y a pas de choses blancs, elle te prend comme t'es. Et ça, c'est aussi énormément. Et pour ça, il faut avoir le matériel adéquat. C'est un film, malheureusement, mais c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Nous, petit à petit, on a un matériel obligatoire
qui est lourd parce qu'on passe de jour comme de nuit, ça nous met d'habitude et même le bout de never dans le break, mais ça c'est une expérience de la montagne qui fait que t'as ta doudoune, t'as ta Gore-Tex, t'as ton matos et voilà, donc ça je pense que c'est important d'éveiller conscience là-dessus, mais ça se fait. Ça se fait. On avait une course là qui était en Andorre, une course que je me suis rêvé. D'ailleurs, ça devait être ce week-end, mais on va la faire en off, en hommage. Ça s'appelle Elche 1900, les 2900 en fait. En fait, on partait au sud en Espagne à minuit et on faire les 7 1900 mètres de l'Andorre en balisage, on passait où on voulait. Le seul matériel obligatoire qu'il y avait, c'était les 50 km, aucun matériel obligatoire, et au bout de 50 km, juste au Baudrier, et là, c'était 25 de 2, et là, même si c'est aucun matériel obligatoire, il y avait des montagnards. On avait tous nos boutons, nos Gore-Tex, on avait tous nos pantalons, on avait tous. Et pour la montagne, il y a quelque chose à acheter. C'est vraiment une veste imperméable dans 3000, la tunique militaire. Et puis, mais vraiment prendre de la population. Ok, bah écoute, pour finir, est-ce que tu aurais une citation à nous donner pour clôturer ce podcast? Oui, une citation que j'aime beaucoup répéter, dans laquelle je me ressens beaucoup. En fait, elle est en 2 parties. C'est une citation de Victor Hugo. Et en fait, c'est une première partie. Après, j'ai enlevé un peu de texte. Et c'est la seconde. Ce sont ceux qui luttent par un lourd fardeau, c'est son vie. Et ça, c'est une caractérise bien. C'est vraiment, je le répète tout le temps, quoi. Et je trouve que ça tombe tout vaste sur le mental. Merci beaucoup, Nanouel, du temps que tu nous as offert. Et Merci à toi. ouais, je te souhaite de belles aventures et puis des futurs trails ou en tout cas des très belles choses à venir, aussi bien sur le plan d'événementiel que des. Ouais, j'ai des beaux projets, pour 2022, 2023 ou 2024. Toujours avec j'ai des beaux projets, on verra si on peut les concrétiser. Je peux passer les limites. En tout cas, il y aura à suivre sur ta page Instagram, suivre tes aventures. Avec grand plaisir. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.